Le journal de l'Afrique, bienvenue. Au sommaire, 100 000 personnes privées d'aide au Burundi, un convoi humanitaire du PAM stoppé à la frontière. Il venait du Rwanda, nouvelle illustration des tensions entre les deux voisins. La vidéo qui fait polémique en RDC, on y voit les deux enquêteurs de l'ONU exécutés dans la région du Kasaï. Les images ont été diffusées par les autorités, cela interroge, nous verrons pourquoi. L'émotion hier soir à Saint-Louis au Sénégal, prestation attendue de l'Américain Marcus Miller. Le jazzman n'a pas déçu, extrait à suivre. Voilà pour les titres, mais d'abord, ce reportage en Somalie. Depuis des années, le pays est en guerre. Depuis quelques semaines, la famine s'installe dans certaines régions. Et voilà maintenant une épidémie de choléra, 3 fléaux que les ONG tentent d'enrayer. Nous les avons accompagnés. Reportage donc de Lise Romboudoul, Guillaume Aguerre, récit Pierre Delrieux. Une région menacée par la famine et par l'insécurité. Ici, dans le sud de la Somalie, même les convois humanitaires sont des cibles pour les Chebabs, les islamistes radicaux qui terrorisent la région. À cette menace armée s'ajoute une crise plus grave encore. La sécheresse fait des ravages, l'eau se raréfie et les quelques sources encore accessibles sont contaminées. Le choléra se répand. L'UNICEF a monté cette clinique il y a 2 mois. Depuis, chaque jour, des enfants arrivent ici malades et déshydratés. On voit de plus en plus de patients qui arrivent un peu trop tard. Les cas de décès que nous voyons sont souvent des personnes qui meurent en route, en venant rechercher de l'assistance. On est vraiment ici en train de lutter contre la montre pour sauver des vies. En Somalie, la famine et l'insécurité alimentaire ont causé la mort de quelques 258 000 personnes entre octobre 2010 et avril 2012. Parmi elles, 133 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de faim. Cet enfant souffre de malnutrition sévère. S'il peut prendre un aliment par la bouche et s'il n'a pas d'autres maladies, alors il pourra rentrer chez lui. Avec le soutien de l'UNICEF, le petit Abdel recevra assez de nourriture pour 1 semaine. Mais l'aide peine à atteindre les populations dans ces zones impossibles à contrôler, où des centaines de familles luttent, seules, contre la faim. Certains choisissent alors l'exil et arrivent par milliers à rejoindre la capitale Mogadiscio. Mais ici aussi, les humanitaires doivent rester discrets. Sous haute surveillance et gardé par des hommes armés, ce centre de soins d'action contre la faim accueille chaque jour des cas de malnutrition avancée. Vous voyez, il pleure là maintenant, c'est beaucoup mieux. Quand il est arrivé, il était silencieux, inconscient. Ça s'améliore pour lui. 2 petits sont déjà morts. On va essayer de sauver ces enfants-là maintenant. Le président somalien a lancé un appel au secours auprès des Nations Unies, mais le pays est au bord de la famine. Et plus de 6 millions de personnes attendent encore de l'aide pour survivre à la sécheresse et à la violence. Ce premier couac entre l'administration Trump et l'Union africaine, d'après nos informations, le président de l'UA, Moussa Faki, a été snobé par Rex Tillerson. Le secrétaire d'État américain l'avait pourtant invité à Washington avant donc de changer d'avis à la dernière minute. On ne connaît pas les raisons de ce contre-pied. Les Américains qui se désengagent par ailleurs de Centrafrique, leur force spéciale était déployée dans l'est du pays depuis 2011 contre la LRA, l'armée de résistance du Seigneur qui a semé la terreur dans la région. Son chef reste introuvable, mais le groupe est aujourd'hui affaibli. Il ne compterait qu'une centaine de membres contre 1 millier il y a 10 ans. On reste en Centrafrique avec cette campagne de vaccination contre la polio. Elle a été menée par l'UNICEF dans des villages pygmées. Le but, c'est d'atteindre 850 000 enfants. L'opération a été menée dans d'autres pays africains, du Bénin au Tchad, en passant par la Côte d'Ivoire. De l'aide, le Burundi en a refusé ce mardi 300 tonnes de nourriture acheminées depuis le Rwanda. Les convois du Programme alimentaire mondial n'ont pas pu passer la frontière. Thaïs Brook nous explique pourquoi. 10 camions, 300 tonnes de nourriture, c'est un très important convoi du PAM, le Programme alimentaire mondial, dont l'entrée a été refusée hier sur le territoire burundais. Environ 100 000 personnes devaient bénéficier de cette aide. Il y avait des réfugiés congolais installés au Burundi, mais aussi les Burundais eux-mêmes. En effet, environ 3 millions de personnes, selon l'ONU, ont besoin d'une aide alimentaire, notamment à cause de la crise politique qui dure depuis 2 ans, mais aussi de la sécheresse et donc de la faiblesse des récoltes. Pour justifier ce refus, le porte-parole de la police a indiqué que depuis 2015, je cite le porte-parole, des criminels venaient du Rwanda pour tuer des leaders ou commettre d'autres crimes
au Burundi. Des proches du pouvoir burundais ont même accusé l'agence onusienne et le Rwanda de vouloir empoisonner les Burundais. Des accusations évidemment rejetées en bloc par le Programme alimentaire mondial, mais cet incident est en fait l'illustration des tensions qui règnent entre les deux pays. En effet, Bujumbura accuse Kigali d'être à l'origine de l'instabilité dans le pays. Le Burundi accuse même le Rwanda d'avoir recruté et créé les rébellions d'opposants au Burundi, des accusations que Kigali a toujours niées. Le Burundi qui inquiète Reporters sans frontières dans son nouveau rapport. L'ONG place le pays en couleur noire. Cela veut dire que la liberté de la presse est menacée. La situation pour les journalistes y est considérée comme très grave. Des morts encore dans le Kasaï en RDC. On apprend que des violences entre ethnies ont éclaté il y a une semaine. 20 personnes auraient été tuées. C'est ce que rapporte l'ONU. Les Nations Unies qui paient un lourd tribut dans cette région. Ils ont perdu récemment 2 de leurs membres. 2 enquêteurs chargés d'enquêter sur la rébellion des Kamwina Nsapu. Une vidéo de leur exécution a été diffusée par les autorités et cela fait débat sur place. On retrouve Thomas Nicolon. La décision des autorités congolaises de montrer à la presse cette vidéo où l'on semble voir l'assassinat des 2 experts des Nations Unies a généré quelques critiques aujourd'hui, notamment de la part de l'Association africaine de défense des droits de l'homme qui estime que la justice congolaise aurait dû garder en sa possession cette vidéo. Premièrement parce qu'il s'agit d'une pièce importante dans l'enquête en cours, mais également pour ne pas générer de traumatisme, notamment chez les familles des victimes. Cette même association estime également que le principe de présomption d'innocence a été violé. Le gouvernement a identifié un groupe d'individus comme faisant partie des assassins des 2 experts des Nations Unies, ce qui suppose que le gouvernement a déjà établi la culpabilité de ces personnes. Ça veut dire en d'autres termes que le gouvernement veut orienter la justice vers une piste bien déterminée, alors qu'il faut laisser la justice mener des enquêtes de manière indépendante. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a signalé que ce n'est pas le gouvernement en tant que tel qui a montré la vidéo, mais que le parquet militaire l'a autorisé, notamment parce que le procureur a déjà analysé tous les éléments de la vidéo. Il était important de la montrer, dit Lambert Mende, parce que notamment il fallait dissiper les doutes et les soupçons quant à une éventuelle responsabilité de l'armée congolaise dans cet assassinat. Quant à l'identité des assassins, eh bien, Lambert Mende dit qu'il ne sait pas s'il s'agit des Kamwina Nsapu. C'est la justice qui va le déterminer. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, dit-il, sont des terroristes. En bref, au Niger, les étudiants de retour dans les universités, les cours avaient été suspendus pendant 2 semaines suite à la revendication et au mouvement des élèves. Plus de salles de cours, le paiement de leurs bourses, la grogne avait dégénéré, un étudiant avait été tué. Finalement, un accord avec le gouvernement a été signé fin mars. C'est un bout d'histoire posé au large de la Gambie, l'île de Kunta Kinte. De nombreux esclaves ont transité ici avant d'être embarqués vers le Nouveau Monde, un lieu de mémoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO que les nouvelles autorités veulent ranimer. Jennifer Omaoni. Ce groupe d'élèves s'apprête à visiter un important site historique de la Gambie, l'île de Kunta Kinte. Située au milieu du fleuve Gambie, elle abrite des vestiges de la traite négrière. Je pense que c'est très important parce que nous devons connaître notre propre histoire. C'est la seule façon pour nous de comprendre et de réaliser notre potentiel. Au XVIIIe siècle, c'est dans cette cellule qu'un certain Kunta Kinte fut détenu par les Portugais. L'histoire de cet esclave insoumis devenu héros national a été popularisée dans les années 70 grâce à la série américaine Racine, adaptée du livre de l'écrivain Alex Haley. Aujourd'hui, les vestiges du fort sont encore visibles, mais une partie importante de l'île a été détruite par les flots au fil du temps. Avant, l'île était très grande, 6 fois plus grande. Aujourd'hui, elle est 6 fois plus petite à cause de l'érosion. Peu d'efforts ont également été faits par les autorités gambiennes au cours des ans pour conserver et mettre en avant cet héritage historique pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les historiens lancent un appel au nouveau gouvernement gambien pour protéger et faire la promotion de l'île. Selon eux, l'ancien président Yahya Jammeh a négligé l'endroit au profit de son village natal et obligé les visites organisées à y faire étape.
On avait beaucoup de pression de sa part pour se conformer à sa vision de l'histoire de la Gambie. Et comme nous avons résisté, l'île a souffert d'un manque d'attention et d'un manque de fonds, en particulier en ce qui concerne la conservation. Aujourd'hui, seul ce petit musée de l'esclavage existe près du village natal de Kunta Kinte, mais les idées de développement touristique ne manquent pas. L'historien souhaiterait notamment une vraie formation pour les guides et que des spectacles culturels et un centre spécialisé voient le jour. Et puis la sensation, hier soir à Saint-Louis au Sénégal, l'Américain Marcus Miller a conquis le public du festival de jazz, la preuve en images et en musique. À tout à l'heure pour une nouvelle édition.